Bonjour auditeurs et auditrices, vous écoutez votre émission La Ville en pratique. Aujourd'hui, c'est l'heure de votre revue de presse présentée par moi-même, Clément Tricot. Et donc on va parler des informations qui ont été sorties dans la presse et qui concernent donc les villes taïwanaises. Alors dans cette nouvelle revue de presse, nous allons porter un regard sur plusieurs projets réalisés ou des engagements du gouvernement dans les domaines de l'énergie ou de l'écologie. Cependant, si ces efforts pour un pays plus vert, disons-le, ils ne peuvent cependant pas masquer la situation du marché du logement. Et on va aussi justement revenir via un article assez intéressant et assez dense en informations sur cet écart entre le niveau de salaire et les prix de l'immobilier qui rendent la situation un petit peu compliquée à Taïwan. Ensuite, nous terminerons en fin d'émission comme d'habitude avec nos deux rubriques, à savoir l'architecture du mois et le livre du mois, donc à retrouver en fin d'émission. Alors on commence tout simplement avec un premier article publié dans CNA, alors ça c'est l'agence centrale de presse taïwanaise, qui nous indiquait que le gouvernement taïwanais a l'intention de commencer à percevoir des taxes carbone auprès des entreprises qui génèrent des émissions de gaz à effet de serre. Et donc ça c'est à partir du second semestre de 2024, ça a été déclaré par le chef de l'agence de protection de l'environnement. Alors l'article nous dit que le gouvernement proposera dans le courant de l'année un système de redevance carbone qui comprendra une tarification des émissions directes et indirectes des gaz à effet de serre. Et donc on peut rajouter aussi qu'un comité d'examen sous l'égide de cette agence de protection de l'environnement discutera et finalisera un plan de tarification du carbone au début de l'année 2024 et que le gouvernement commencera à percevoir des droits pour les émissions de carbone dans la seconde moitié de l'année. Alors si cette taxe est prise plutôt comme une bonne nouvelle pour les personnes en faveur de la protection de l'environnement, il y a cependant peu d'autres détails ou de données qui sont donnés sur les plans et sur les taux des taxes qui seraient appliqués. L'article précise justement que le gouvernement n'a pas appliqué, enfin en tout cas ne semble pas prendre en compte certaines demandes de groupes citoyens et qu'au contraire le gouvernement aurait affirmé que l'imposition de taux fixes pourrait forcer les entreprises à simplement répercuter les coûts plus élevés auxquels elles seraient confrontées et donc répercuter ces coûts sur les clients. Donc pas de précision sur les taux, les niveaux de taxes, etc. ou les barèmes de prix qui seraient fixés. Mais on peut noter tout de même que certaines précisions ont été faites avec certaines incitations pour les entreprises qui seraient engagées à réduire leurs émissions de carbone, qui pourraient peut-être bénéficier de réduction de cette taxe. Alors on peut noter qu'il y a un bureau préparatoire qui est en train d'être mis en place justement pour préparer ça. Et justement, ces différents mécanismes qui sont mis en place doivent essayer de répondre aux détails et aux points qui se rapprochent du mécanisme de taxe carbone aux frontières qui va être mis en application dès octobre 2023 dans l'Union européenne. Et donc la mise en place de ces mesures doit, selon le gouvernement, c'est une étape cruciale selon le gouvernement qui cherche à montrer la détermination de Taïwan à atteindre les objectifs d'émissions nuls d'ici 2050. En tout cas, c'est bien ce qu'ont dit les membres du gouvernement à l'annonce de ces différents dispositifs. On verra avec le temps s'ils seront suffisants, si leur application permettra de réduire efficacement justement les émissions de taxes carbone et quel impact cela aura aussi sur l'aménagement des villes à Taïwan. Alors un article assez court qui concerne un grand projet d'installation de panneaux solaires à Taïwan, à savoir le plus vaste justement. Le site d'information en ligne en langue française Taiwan Info précisait qu'à l'occasion du Jour de la Terre, le groupe singapourien Vena Energy a inauguré le 22 avril dans l'arrondissement de Yunlin, en présence de la présidente Tsai Ing-wen, la plus grande centrale photovoltaïque au sol jamais construite à Taïwan. 680 000 panneaux solaires ont été installés sur la côte occidentale de Taïwan, nous précise Taiwan Info, sur un pôle d'air de 226 hectares, soit une capacité installée de 272 MW. C'est un projet qui, a souligné la chef de l'État, permet à Taïwan d'accélérer sa transition énergétique et aux entreprises taïwanaises de sécuriser leur place au sein des chaînes d'approvisionnement vertes globales. Voilà, c'est un effort supplémentaire pour tenter de réduire, en tout cas de limiter les besoins de production énergétique à Taïwan, en lien notamment avec le nucléaire. Soulignons que Vena Energy est l'un des leaders des énergies renouvelables en Asie-Pacifique.
Alors on va passer sur un article très dense, en tout cas c'est la deuxième partie d'une étude, d'une enquête qui a été publiée sur The Newslands, un site d'information disponible soit en mandarin, soit en anglais. Alors cet article s'intitule La crise du logement à Taïwan, c'est la deuxième partie de ce travail, et alors celui-ci s'intitule Les prix de l'immobilier à Taïwan ont augmenté plus rapidement que dans la plupart des pays avancés, mais pas son économie. Alors qu'est-ce que ça nous dit ? Rappelons une chose, avant de parler de cet article plus en détail, c'est que les prix du logement sont très élevés à Taïwan si on les compare au niveau des salaires et que les prix des logements continuent d'augmenter à des rythmes plus ou moins rapides ou alors ils stagnent légèrement, tandis que le prix, en tout cas le niveau des salaires, lui, a bien du mal à augmenter à Taïwan. D'ailleurs, l'auteur de l'article, Roynerg, rappelle que dans la première partie de ce travail, il soulignait que Taïwan a l'un des prix des logements les plus élevés au monde et l'un des niveaux de salaire les plus bas parmi les pays, développés, et ce qui fait que le logement est l'un des plus inabordables, selon lui. Et donc, dans cette seconde partie de son travail de recherche et d'enquête, il précise analyser les tendances à long terme des prix des logements et de l'immobilier, ainsi que des salaires à Taïwan, et qu'il les compare à d'autres indicateurs pour comprendre la rapidité avec laquelle les prix des logements ont augmenté à Taïwan et la façon dont ils menacent de déstabiliser l'économie. En effet, à Taïwan comme ailleurs, le taux d'effort, vous savez ce qu'on appelle le taux d'effort, c'est l'argent, la part de nos revenus qui est investie dans notre logement, en tout cas dans l'immobilier et qui est nécessaire pour nous loger. C'est un impact direct sur l'économie, puisque si on met une majorité de nos revenus dans le fait de simplement se loger, on a beaucoup moins de revenus généralement pour investir, pour acheter d'autres choses, et ce qui peut être un frein sur l'économie courante et sur l'achat d'autres produits. Donc en plus de poser des questions de qualité de vie, ça pose aussi des questions de vitalité de l'économie locale dans un pays. Alors il précise que, alors on va pas lire tout l'article parce qu'il est très long, mais il précise en préambule que pour Taïwan, il utilise deux indices des prix du logement. Il utilise l'indice Gini des prix du logement qui couvre principalement les ventes de logements existants, et l'indice Kaitae des prix du logement qui couvre là les logements neufs et les logements avant la vente, et qui est utilisé par le ministère de l'Intérieur. Alors, la comparaison de ces deux indices, selon lui, ça donne une idée générale des prix du logement à Taïwan. Et quand il cite d'autres pays, il utilise l'indice de l'OCDE qui couvre les prix de vente des logements neufs et existants. Alors il nous précise que les prix du logement ont commencé à grimper au début des années 2000, après que le gouvernement a considérablement réduit les taux d'intérêt et promulgué une loi sur la titrisation des biens immobiliers en 2003. Et dans le même temps, le gouvernement a, selon lui, également mis en œuvre une série de mesures de libéralisation financière. Et donc, il y a eu un afflux massif de capitaux nationaux et étrangers qui a stimulé une dernière vague de spéculation immobilière, dont les effets se sont fait sentir au cours des 20 dernières années. Et donc, selon l'indice des prix du logement, le Gini, les prix du logement à Taïwan ont augmenté à l'un des rythmes les plus rapides depuis 2005, parmi donc des pays développés. Et donc, il y a différents graphiques que vous pouvez voir pour voir un peu les différences d'évolution des prix du logement. Et il en va de même de l'autre indice qu'il utilise, à savoir l'indice KT. De nombreux appartements aussi à Taïwan, on en parle beaucoup dans l'émission, sont laissés vacants par les personnes qui spéculent sur l'immobilier. Voilà, donc l'article précise assez bien les différents problèmes qu'on retrouve dans le logement à Taïwan, à savoir un taux de logement, de location qui est assez bas, un taux de vacances relativement élevé. On pourrait rajouter aussi que la qualité des logements à Taïwan est quand même très discutable la plupart du temps, avec des bâtiments pas forcément de très bonne qualité, et en plus des coûts de l'immobilier qui sont très élevés. Alors si on regarde un peu en résumé, l'article, l'auteur précise que après des années de croissance rapide depuis le début du siècle, les prix de l'immobilier à Taïwan sont parmi les plus élevés au monde. Cependant, les salaires ont progressé plus lentement et sont parmi les plus bas et les moins adaptés justement à cette situation parmi les pays développés. Et c'est pourquoi le logement dans le pays est devenu l'un des plus inabordables, voire le plus inabordable selon l'auteur. Et bien que les coûts de construction soient parmi les plus bas des pays justement qu'il cite, le logement à Taïwan reste cher. Derrière ce phénomène, on trouve des sociétés immobilières qui réalisent des bénéfices plusieurs fois supérieurs à ceux de leurs homologues d'autres pays justement aussi développés. Donc pour lui, le comportement des personnes et des spéculateurs de l'immobilier à Taïwan rend le logement inaccessible à la plupart des gens,
Mais l'économie taïwanaise ne s'en porte pas mieux non plus. Et les prix élevés du logement ont privé de nombreux travailleurs de l'argent dont ils ont besoin pour acheter d'autres produits de première nécessité. Et que cela a étouffé aussi la croissance d'autres entreprises nationales non immobilières qui fournissent des produits justement de première nécessité. Et enfin, il souligne aussi que, pire encore, selon lui, la Banque centrale de Taïwan, qui est censée mettre en œuvre des politiques visant à rendre le logement plus abordable, hésite à prendre des mesures. Ça, c'est effectivement très, très juste de le souligner. C'est très difficile pour la Banque centrale ou même pour le gouvernement de prendre... En tout cas, il y a très peu de personnes qui portent des mesures fortes pour justement limiter cette spéculation. Il précise que si les jeunes n'ont pas les moyens d'acheter un logement, ils vont devoir passer par de la location. Et ça, c'est un débat de société à Taïwan, de savoir s'il faut aussi insister pour développer beaucoup plus le logement locatif plutôt que de rechercher à avoir un État où tout le monde est propriétaire. On passe rapidement à un dernier article publié dans le magazine, la revue française, Le Moniteur. C'est une revue de référence, si ce n'est la revue de référence en France dans le domaine de l'urbanisme et de l'architecture. L'article dont je vous parle s'intitule « À Taïwan, la Dark Line met en lumière écologie et patrimoine ». Elle est signée par un jeune journaliste. L'article est signé par un jeune journaliste qui répond au nom de Clément Tricot. Je vous envoie, si vous êtes spécialisé et si vous êtes abonné au Moniteur, à lire cet article. On revient sur un projet dont nous avions déjà parlé dans La Ville en pratique, à savoir la Dark Line, signée par l'agence Michel & Miquel et l'agence taïwanaise de paysage Davision Design. Donc je vous renvoie vers les émissions de La Ville en pratique pour réécouter cette immersion sonore dans le projet. On va pas en dire beaucoup plus. En tout cas, ça me faisait plaisir de partager un article que j'ai contribué pour ma première contribution avec le Moniteur. On passe donc, pour terminer, à nos deux dernières rubriques de fin d'émission dans cette revue de presse. Alors, je vous envoie pour le bâtiment du mois vers l'Institut du film de Taïwan, qui a reçu un prix, un IF Design Award, donc ça c'est un prix allemand, pour son concept qui transforme le bâtiment en une timeline, à savoir une frise, en tout cas une frise chronologique. Ça, c'est un travail qui est réalisé justement avec la structure extérieure du bâtiment. Donc, je vous envoie vers ce bâtiment qui a été ouvert il y a très peu de temps. C'est un nouveau lieu qui est dédié à la préservation et au sauvetage des archives audiovisuelles à Taïwan. C'est un lieu passionnant en dehors du bâtiment et de son architecture. Mais si vous voulez vous y rendre, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ce bâtiment et surtout y aller à une période où il ferait peut-être rester jusqu'à ce qu'il fasse nuit, parce que justement c'est aussi intéressant de voir le bâtiment depuis l'extérieur de nuit. Et donc en fait, on va terminer avec la dernière rubrique, à savoir le livre du mois. Là, je vous envoie sur un livre qui a été écrit par Jeff Rowe, un chercheur que nous avons interviewé plusieurs fois dans l'émission. Et donc là, il parle justement de l'ADN de ce qu'on appelle le community building. Vous savez, ce fait de travailler en communauté pour essayer de développer des activités locales. Et ce livre est une espèce de passage en revue des démarches à Taïwan, ou de passage en revue un peu des bonnes pratiques ou d'un guide qui peut être fait. Et si vous ne lisez pas le mandarin, sachez qu'il existe une espèce de version anglophone qui s'appelle Design as Democracy, Techniques for Collective Creativity. Et donc là aussi, on est plutôt sur des exemples et des expériences qui regardent un peu le monde anglo-saxon. Mais c'est aussi intéressant de voir un peu comment ces approches du design comme manière de véhiculer la démocratie peut inspirer à des nombreuses choses dans la ville et dans l'urbanisme. Vous entendez, nous arrivons déjà au terme de cette émission. C'est passé très vite de mon côté, j'espère que pour vous aussi. Je vous donne rendez-vous donc bientôt pour un nouvel épisode. C'était Clément Tricot et j'espère que d'ici là, vous allez bien vous porter. Portez-vous bien, à bientôt.